Nissan pour arriver à la situation où Ghosn... parce que ça dérangeait les... Pour dire plus clairement ce que vous êtes en train de dire, et vous me dites si je me trompe, cette alliance aurait trop profité à Renault. Les Japonais se disaient finalement il est en service commandé pour la France, donc on va le faire tomber. Voilà, et là la France le lâche. Voilà, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. C'est comme ça qu'il l'a vécu. Ouais. Et c'est comme ça qu'à mon avis, à la fin, voyant que le procès allait être retardé d'1 an, il s'est dit bon, il y a forcément des gens qui sont capables de m'estrader. Il suffit et je vais le faire. Je suis d'accord avec ce que dit Loïc Lefort-Prigent, mais on a vu politiquement vraiment, pour une fois. Non, mais on a vu politiquement effectivement le désengagement. Il y a eu quand même, quand il est arrêté, quelques voix, mezzo voce, mais il y en a eu. Et puis très rapidement. Alors, est-ce que c'est parce que c'était un dossier compliqué, ou bien est-ce que le gouvernement français a pris connaissance d'un certain nombre de dossiers qui arrivaient et qui montraient à quel point Carlos Ghosn n'était plus si défendable que cela? En tout cas, ça a été un silence radio. Et moi, je pense politiquement, si on peut dire un mot, que le gouvernement français a intérêt de se tenir officiellement éloigné de cette affaire. Parce que Carlos Ghosn, représentant dans un pays un peu convulsif, un peu abrasif sur le plan social, avec cette idée qu'on passe mondialisée, on passe tout aux élites et on passe rien aux petits, je pense que c'est assez explosif, si vous voulez, si le gouvernement français commence à donner le sentiment qu'il soutient même à minima Carlos Ghosn. Sur cette accusation de l'avoir lâché. Non, je vous rejoins tout à fait, et M. Ghosn le dit lui-même d'ailleurs dans son intervention que vous avez présentée là, il est un citoyen français comme les autres. L'État français a toujours la même attitude. Quand on a un citoyen français qui est dans les mailles d'une justice étrangère, nous proposons, Mme Pannier-Runacher l'a rappelé, une protection consulaire qui permet de vérifier qu'il a accès à sa défense normalement, mais c'est tout. Pour le reste, M. Ghosn n'est pas un citoyen au-dessus ou en dessous des autres. C'est un citoyen français et la France n'interfère pas avec les systèmes judiciaires étrangers. Il peut y avoir ensuite, et ça aurait pu être le cas entre la France et le Japon, une entraide judiciaire qui se mette en place. Mais ceci sous-entendait qu'en France, il y avait effectivement une enquête et une mise en examen en cours pour avoir un échange de données, mais il n'y a même pas de convention d'extradition. Donc de toute façon, c'était éventuellement possible. Là, il fallait laisser les enquêtes françaises se mettre en place. Il y a 2 enquêtes en cours en France. Est-ce que si demain il décide de rentrer en France, il peut être arrêté par la justice française dans le cadre de ces enquêtes-là, par exemple? Dans le cadre de ces enquêtes-là, il faudra demander à ses avocats, évidemment, il peut être arrêté. Mais en tout cas, concernant le mandat d'arrêt international qui a été lancé à la demande du Japon et accepté par Interpol, il ne peut sortir que... Il ne peut faire que des allers-retours Paris-Beyrouth, Paris-Beyrouth, Beyrouth-Paris. C'est un peu limité pour quelqu'un comme Carlos Ghosn. Voilà. C'est-à-dire que la France, il le sait jusqu'au moment où la France va... Parce qu'on a dit que la France l'a lâché, moi je ne crois pas du tout. Elle s'est fait discrète. Elle ne l'a pas lâché du tout. Et elle est allée au Liban pour pas que la France se montre qu'elle ne l'a pas lâché. Il n'est pas venu en France. Il y a quand même une vraie inimitié avec Emmanuel Macron. On se souvient de Macron, ministre de l'économie, on était en 2015, qui fait un raid boursier, comme le plus sauvage des raiders, j'allais dire, pour monter au capital de Renault-Nissan, pour pouvoir imposer des décisions à Carlos Ghosn. Et ça, c'est un jeu qui se joue entre les deux hommes de pouvoir. C'est pas une inimitié sentimentale ou comment dirais-je de ça. Entre grands fauves. Entre grands fauves de pouvoir et Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il a absolument la même à l'égard de Laurent Berger, pour d'autres raisons, mais il y a des inimitiés comme ça, parce que c'est une bataille de pouvoir. Après, pour revenir sur ce que dit notre ami avocat Georges, moi je trouve que Carlos Ghosn, les 48 heures, les premières heures, il est au Liban, c'est chez lui, etc. Moi, mon sentiment, c'est que le Liban est en train de se refermer comme une sorte de forteresse assiégée, dorée, mais une prison quand même dorée. Laissons l'avenir se décrire lui-même. Juridiquement, il peut venir à Paris. Il ne le fera pas. Il le fera pas de sitôt, il le fera dans quelques mois. Sa situation au Liban n'est peut-être pas si confortable qu'on veut bien le croire. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais quand même qu'on aille au fond, parce que Carlos Ghosn, victime, peut-être, je ne sais pas, la justice, le jugement de l'histoire, voire le dira. Mais il y a des victimes sûrement. Mais il y a des accusations assez précises. Beaucoup d'argent qui est dépensé pour des villégiatures finalement personnelles, au Liban, au Brésil et ailleurs. En France, des mélanges des genres entre le financement de son mariage et le fait qu'il le fasse payer en partie par Renault. La question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Le Floch-Prigent, vous avez été président et victime, j'allais dire peut-être parfois de cette possibilité pour un président d'une très grande société de
confondre, j'allais dire, sa vie avec celle de l'entreprise et donc peut-être sa bourse avec celle de l'entreprise. C'est le syndrome du président, éventuellement, qu'il a connu, Carlos Ghosn? Oui, je pense que tous les présidents doivent connaître ça, y compris les présidents de la République. Donc voilà, c'est odieux. C'est incontestablement, mais on est hors sol quand on est président, parce qu'on fait beaucoup trop de choses. Lui, il était sur tous les continents. Bon, il répondra à ces questions, mais disons que ça ne m'apparaît pas. Mais est-ce que ça vous apparaît innocent et ça me paraît en tous les cas. Est-ce que ça vous paraît exorbitant les moyens dont il disposait à titre personnel? Non, il se comparait lui, comme beaucoup d'autres, à Jeff Bezos, patron d'Amazon. Il était dans cette tranche. Donc il considérait qu'il était de la race des seigneurs, j'allais dire, économiques internationaux, au-dessus de beaucoup de choses. Il se considère toujours comme tel, à mon avis. Et donc ces gens-là sont en train. Est-ce que vous demandez à Bernard Arnault quelles sont ses résidences, où est-ce qu'il va? Non, on s'en fiche à un moment donné, au moment où il les paye lui et pas son entreprise. Enfin, en tout cas, les juges. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il est facile de distinguer Bernard Arnault de son entreprise? Vous pouvez poser la question. Donc pour vous, ça n'a pas de sens. Pour vous, c'est un procès moral qu'on fait. Oui, absolument, c'est un procès moral, mais bon, on a droit de le faire, et puis la justice passera. L'important, pour moi, c'est de revenir au sujet. Le sujet, c'est l'automobile, c'est 9% de l'emploi en France. Renault, c'est la moitié à peu près de ça, donc c'est 4,5%. Et quel est l'avenir de Renault? Et quel est l'avenir de Renault-Nissan? C'est ça l'important. Et tant qu'on n'aura pas fait en sorte que Ghosn puisse expliquer ce qui s'est passé après 2015, on n'arrivera pas à régler le problème industriel. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème industriel. Il y a eu une autre analyse qui a été faite à l'époque de son arrestation. Il avait plongé l'Alliance, qui est quand même un acteur majeur de l'automobile mondiale, dans l'électrification. Ça n'arrangeait pas les intérêts de l'industrie carbonée américaine notamment, donc blanc-seing de Donald Trump et des Américains pour procéder à son arrestation. Son complot, cette histoire du complot généralisé, universel, je ne la partage pas, mais j'ai peut-être tort. Mais par contre, le fait que les Japonais croyaient toujours que Nissan était la société qui marchait et que Renault était la société qui ne marchait pas, se sont aperçus qu'entre 2005 et 2015, il avait effectivement adressé Renault au point que Renault était la société qui marchait le mieux dans l'association Renault-Nissan et que par conséquent, elle allait prendre le pouvoir. C'est quand même ça le sujet de 2015, et il ne faut pas l'oublier. Vous ne croyez pas au complot? Un dernier mot sur les... Pas au complot universel. Le complot Nissan, oui, bien sûr. Non, mais est-ce que... C'est pour ça que je cite souvent Harry Nada, qui est le directeur juridique de Nissan, parce que je sais que derrière tout ça, il y a Monsieur Nada. Bon, j'avais mis l'autre question, mais je vois que Christophe nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Nous aurons l'occasion d'en reparler, notamment à l'occasion de cette conférence de presse de Carlos Ghosn qui aura donc lieu au Liban mercredi prochain. De quoi nous parlez-vous tout à l'heure, Christophe? Nous allons également parler de Carlos Ghosn, vous l'imaginez bien, puisqu'on est quand même plongé dans un film d'espionnage depuis plusieurs jours. On va y revenir avec notamment l'auteur d'un livre sur l'affaire de Carlos Ghosn. Je pense qu'il va pouvoir rajouter des chapitres pour sortir un nouvel exemplaire. On va évidemment revenir sur ce 30e jour de mobilisation, la plus grande grève depuis mai 68. Combien de temps les syndicats vont-ils tenir le choc? Un représentant de la CGT sera avec nous. On suivra également en direct cette réunion à Matignon. Notre envoyé spécial est sur place, vous en parliez il y a quelques minutes, réunion ministérielle pour préparer la contre-attaque la semaine prochaine. L'Iran également, la contre-attaque de l'Iran va-t-elle se faire sentir, les représailles? Et puis notre invité de 11h30, alors là on sera dans un tout autre style, c'est Karl Zero qui se raconte dans ce livre. On reviendra notamment sur l'incroyable affaire Baudis Allègre qui lui a coûté sa place à l'époque, on s'en rappelle. Il revient dessus, il explique qu'il a peut-être allé un peu trop loin dans la recherche du scoop. Merci Christophe, à tout à l'heure. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à Adrien Denis et Nicolas Sangers pour la préparation de cette émission. On se retrouve dès lundi pour la grande rentrée, la vraie.